J'ai pris ma retraite et acheté une maison au bord d'un lac pour la paix. Mon gendre a dit, mes parents emménagent. Je n'ai pas protesté. J'avais préparé des caméras. Il ne l'a jamais vu venir. J'ai pris ma retraite à 63 ans et j'ai acheté une maison au bord d'un lac, dans le nord du Minnesota, pour enfin pouvoir m'entendre penser. J'y étais depuis exactement 24 heures, quand mon gendre m'a appelé pour me dire que ses parents emménageaient. Il n'a pas demandé, il m'a informé. Ce fut sa première erreur. Je m'appelle Leonard Whitfield, 37 ans d'ingénierie structurelle. Je sais comment les choses échouent. Je sais aussi comment construire quelque chose qui ne flanchera pas. Le jour où j'ai signé les papiers, j'étais assis en face de Patricia Aldridge, dans son bureau, et j'ai apposé mon nom sur chaque document avec la même main ferme que j'avais utilisée pour 37 ans de calcul de charge. 220 000. Chaque dollar provenait de déjeuners emballés, mangés à mon bureau, de vacances annulées, et de samedi matin passés à travailler, pendant que tout le monde dormait. Patricia m'a serré la main et m'a dit que j'étais désormais propriétaire de l'une des plus belles propriétés du lac Vermilion. Je l'ai remercié, j'ai pris les clés, et je les ai senties solides dans ma paume, tout le long du trajet vers le nord. Les routes sont devenues plus étroites et plus silencieuses, à mesure que j'avançais. L'autoroute est devenue une route de comté, la route de comté est devenue un chemin de gravier. Le signal du téléphone portable est passé de 4 barres à un signal vacillant. Je me suis arrêté dans un magasin d'appât, en dehors de Tower, et j'ai acheté du café, des œufs, du pain et du beurre. La femme à la caisse m'a demandé si j'étais en visite. J'y habite, lui ai-je dit. Elle a souri, comme si j'avais dit la bonne chose. Quand le lac est enfin apparu à travers les arbres, je me suis garé et j'ai coupé le moteur. Un grand héron bleu se tenait au bord de l'eau, immobile comme un poteau de clôture. Les seuls sons étaient le vent dans les pins et l'eau contre le rivage. Je suis resté là, pendant 5 minutes, juste à respirer. Pas d'alarme de voiture, pas de marteau-piqueur, pas de télévision du voisin qui traversait le mur. Juste le silence. Un vrai silence. Le genre que l'on oublie qu'il existe après 30 ans en ville. La cabane était exactement ce que les photos promettaient. Des bûches de cèdre, une cheminée en pierre qui montait le long du mur nord, de larges fenêtres donnant sur le lac. 3 chambres qui semblaient un luxe, après des décennies dans des appartements en ville. J'ai déballé mes affaires comme j'abordais toujours un nouveau projet, méthodiquement, délibérément. Chaque chose à sa place. Les outils accrochés aux panneaux perforés dans le garage. Les livres rangés sur les étagères encastrées, la cafetière sur le comptoir, où la lumière du matin l'atteindrait en premier. Au coucher du soleil, j'avais tout installé. J'ai fait du café trop tard dans l'après-midi pour que ce soit judicieux. J'ai porté une tasse jusqu'à la chaise Adirondack sur le quai et j'ai regardé les plongeons se déplacer sur l'eau. J'ai appelé Diane pour lui faire savoir que j'étais arrivé. Elle semblait sincèrement heureuse pour moi, elle a dit que je le méritais. Nous avons parlé pendant 20 minutes de choses simples, de ses élèves de 3e année, si elle allait planter un jardin cet été, comment Gareth faisait de longues heures au cabinet immobilier. Une conversation normale. Le genre que l'on a quand rien ne va mal. C'était le premier jour. Le deuxième jour, Gareth a appelé. Je n'ai pas reconnu le numéro au début. J'ai répondu en pensant que ce pourrait être le bureau de la municipalité, pour un suivi de paperasse. Léonard. Sa voix avait une tonalité spécifique que j'avais appris à reconnaître, au cours des 6 ans où il était marié à ma fille. La tonalité qui signifiait qu'il avait déjà pris une décision et qu'il m'en informait. Je voulais te prévenir pour mes parents. Leur situation a échoué et ils ont besoin d'un endroit où rester pendant quelques mois. Diane et moi en avons parlé, et la cabane est la solution évidente. 3 chambres, tu es seul. C'est pratique. J'ai posé mon café. Vous en avez parlé. J'ai dit, avec qui? Diane et moi. Elle pense que c'est logique. Gareth, j'ai signé ces papiers hier. C'est pourquoi le timing fonctionne. L'endroit est vide la plupart du temps, de toute façon. Il y eut une pause, puis sa voix changea légèrement. Mon père a des problèmes de santé. Ils ont besoin d'un endroit calme et propre. Tu n'utilises pas tout cet espace. Et honnêtement, si tu as un problème avec ça, tu devrais penser à vendre et à revenir à Chicago, où tu pourrais vraiment être utile à la famille. Il a raccroché avant que je puisse répondre.
Je suis resté longtemps assis sur le quai, après ça. Le héron était toujours là, il n'avait pas bougé de sa place au bord de l'eau. Voici ce qu'il en est d'être ingénieur depuis 37 ans. On ne réagit pas à un problème, on l'évalue. On identifie les variables, on tient compte des points de défaillance, et on conçoit une solution qui tient. Je suis entré, j'ai fait une nouvelle cafetière, je me suis assis à la table de la cuisine avec un bloc-notes et un crayon mécanique, et j'ai commencé à écrire. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. C'était bien. J'avais du travail à faire. Le lendemain matin, j'ai passé 3 coups de fil. Le premier était au bureau de la municipalité de Lake-Vermilion. J'ai posé des questions sur les règlements concernant les occupants à long terme et ce qui était requis pour enregistrer des résidents supplémentaires sur une propriété. La greffière a patiemment expliqué les règles. Tout occupant restant plus de 30 jours devait être enregistré à des fins d'urgence, d'intervention incendie, de soins médicaux. Je lui ai demandé de répéter la formulation exacte 2 fois, et je l'ai écrite mot pour mot. Le deuxième appel fut à Roger Stanton, mon agent d'assurance depuis 28 ans. Roger, j'ai besoin de revoir la police d'assurance de ma nouvelle propriété. Spécifiquement la couverture de responsabilité civile et tout ce qui est lié aux occupants non enregistrés. Roger m'a tout expliqué attentivement. Ma police me couvrait en tant que seul résident. Des occupants supplémentaires exigeaient une notification préalable. Les invités non autorisés à long terme pouvaient annuler entièrement ma couverture. Il m'a demandé pourquoi je posais ces questions. Je lui ai dit que j'étais minutieux. Il a ri et a dit que j'étais l'homme le plus prudent qu'il connaissait. Le troisième appel fut à Kathleen Mercer. Kathleen Mercer était la seule avocate de la région qui valait la peine d'être consultée. Son bureau était à Tower, au-dessus d'une quincaillerie, avec vue sur le parking et un mur de classeur qui semblait dater des années 1980. Elle avait environ 44 ans, directe, comme les gens qui grandissent dans les petites villes du Nord ont tendance à l'être. Pas de bavardage, pas de préambule. J'ai expliqué la situation sans émotion, seulement les faits. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai terminé, elle s'est penchée en arrière sur sa chaise et a dit « Monsieur Whitfield, vous avez le droit légal de refuser l'entrée à qui vous voulez. C'est votre propriété. Vous n'avez aucune obligation d'héberger les parents de votre gendre. » J'ai demandé ce qui se passait s'il se présentait quand même. S'il refuse de partir après que vous leur ayez clairement demandé de le faire, c'est une intrusion. Vous appelez le shérif. J'ai hoché la tête. Je lui ai demandé ce qu'elle recommanderait au-delà de ça. Elle a sorti un bloc-notes. Documentez tout. Chaque appel, chaque message, chaque conversation. S'ils arrivent et ne veulent pas partir, faites d'abord une demande verbale claire, puis un avis écrit si nécessaire. S'ils ne partent toujours pas, nous allons escalader. Elle a fait une pause. Je vous suggère également d'avoir quelque chose de prêt avant qu'ils n'arrivent, pas après. Je l'ai engagé sur le champ, avec une avance de $2000. J'ai fait le chèque sans hésiter. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté à la quincaillerie de Carl Brigg à Tower. Carl était un homme marqué par le temps qui connaissait chaque article de son magasin par emplacement et ne gaspillait pas ses mots. Je lui ai dit que je voulais des caméras animalières, pour surveiller l'activité des cerfs près de la propriété. Il m'a conduit directement au bon rayon. Vision nocturne activée par le mouvement, connectivité cellulaire, envoie des images directement sur votre téléphone. Il a mentionné que beaucoup de gens les utilisaient aussi pour la sécurité. J'ai acheté 3 unités et une lumière activée par le mouvement, pour l'aller. $412 en espèces. J'ai gardé le reçu. J'ai installé les 3 caméras moi-même le lendemain matin. Une sur l'approche de l'allée, nichée dans les branches d'un pin à environ 2,5 mètres de hauteur. Une montée sous l'avant-toit du garage, face à la porte d'entrée. Une couvrant le quai et le hangar à bateau, depuis le coin de la cabane. J'ai testé chacune d'elles, ajusté les angles, confirmé la connexion cellulaire, et vérifié que les horodatage se synchronisaient correctement avec mon téléphone. Des lignes de mire dégagées, des champs de vision qui se chevauchent, une couverture complète. 37 ans d'ingénierie structurelle, je savais comment construire quelque chose qui n'aurait pas de lacunes. Je savais aussi autre chose. Garrett travaillait dans l'immobilier. Il comprenait la valeur des propriétés. Il savait exactement ce que valait cette cabane sur le lac Vermilion, et il avait décidé, quelque part en chemin, qu'il y avait un droit.
L'appel concernant l'emménagement de ses parents ne concernait pas ses parents. Il s'agissait de mettre un pied dans la porte. J'avais déjà vu ce genre de calcul, juste jamais de la part de quelqu'un assis à ma propre table. J'ai pensé à Diane. Ma fille enseignait en 3e année depuis 9 ans. Elle aimait ses élèves, m'appelait tous les dimanches sans faute pendant la majeure partie de ses 20 ans, et avait un rire qui remplissait n'importe quelle pièce où elle se trouvait. Quelque part, ces dernières années, ses appels du dimanche étaient devenus plus courts et plus espacés. Je l'avais remarqué et je m'étais dit que c'était simplement ce qui arrivait quand les gens étaient occupés par leur propre vie. Je n'en étais plus si sûr. Le vendredi où Earl et Pauline Nolan devaient arriver, j'étais sur le quai, en train de lire, quand mon téléphone a vibré avec une alerte de caméra. J'ai ouvert le flux en direct. Une voiture de location arrivait sur le chemin de gravier. Je l'ai regardé s'arrêter devant la cabane. 2 personnes en sont sorties. Earl Nolan, fin soixantaine, a regardé autour de lui avec l'expression d'un homme qui évalue tout dans son champ de vision. Pauline Nolan se tenait à côté de lui, a chassé quelque chose en l'air, et a fait une grimace à la lisière des arbres. Je les ai rencontrés sur le porche. Earl, Pauline. J'ai gardé ma voix calme. Je ne vous attendais pas. La poignée de main d'Earl fut brève et professionnelle. Garrett a dit que vous seriez là. Désolé pour la confusion à l'aéroport. Nous avons pris une voiture de location. Il n'y a pas eu de confusion. Je n'ai jamais accepté de venir vous chercher et je n'ai jamais accepté que vous restiez ici. L'expression de Pauline se tendit immédiatement. Garrett a dit que c'était arrangé. Garrett ne possède pas cette propriété, je le fais, et je vous dis directement que vous ne restez pas ici. Earl s'avança. Sa voix passa à un registre que j'ai immédiatement reconnu, le ton d'un homme qui avait passé toute sa vie à l'utiliser pour obtenir ce qu'il voulait. Écoute, Léonard, soyons raisonnables. Nous sommes de la famille. Tu as 3 chambres et tu es seul dans tout cet espace. Ce n'est pas juste de refuser quand les gens ont besoin d'aide. Je l'ai laissé finir. Égoïste, ai-je dit. J'ai travaillé 37 ans pour cet endroit. J'ai mangé mon déjeuner à mon bureau, pendant que tout le monde sortait. J'ai manqué des anniversaires. J'ai manqué des vacances. J'ai gagné chaque mètre carré de cette propriété, et vous êtes sur mon porche, à me traiter d'égoïste, parce que je ne la cède pas à des gens que j'ai rencontrés une poignée de fois. Le visage d'Earl devint rouge. Garrett nous a dit que tu pourrais être difficile à ce sujet. Apparemment, Garrett dit beaucoup de choses aux gens. Il y a un complexe hôtelier à environ 40 minutes d'ici, un bel endroit au bord de l'eau. Je le recommande. Veuillez quitter ma propriété. Nous ne partons pas, dit Earl. Nous avons roulé 3 heures depuis Duluth. Nous avons autant le droit d'être ici que vous. Vous n'avez aucun droit ici. Je possède cette propriété, pas vous. Si vous ne partez pas, j'appellerai le shérif et je vous ferai expulser pour intrusion. Pauline a attrapé le bras d'Earl. Allons-y. Nous allons appeler Garrett et régler ça. Ils sont retournés à la voiture de location, toujours en train de se disputer. Je les ai vus descendre l'allée et disparaître dans la lisière des arbres. Puis je suis entré et j'ai vérifié les images de la caméra sur mon ordinateur portable. Chaque mot, chaque expression, chaque seconde, horodatée et enregistrée. Le téléphone a commencé à sonner dans l'heure. Garrett a appelé 2 fois dans la première heure. J'ai laissé les 2 appels aller sur la messagerie vocale. Le premier message était contrôlé, agacé. Le second ne l'était pas. Il se terminait par « Tu penses pouvoir humilier mes parents, et qu'il n'y aura pas de conséquences, Léonard. Nous verrons bien. » J'ai enregistré les 2 messages et je les ai transférés à Kathleen. Diane a appelé ce soir-là. Sa voix avait la qualité prudente et mesurée de quelqu'un qui avait été coaché sur ce qu'il fallait dire. Elle m'a dit que j'étais déraisonnable. Les parents de Garrett étaient de bonnes personnes qui avaient juste besoin d'un peu d'aide. Que j'avais plus d'espace que nécessaire et que la famille était censée signifier quelque chose. J'ai tout écouté sans l'interrompre. Quand elle a fini, je lui ai posé une question. « Est-ce que Garrett t'a dit de m'appeler, ou l'as-tu décidé toute seule ?» Une longue pause, puis « Ce n'est pas juste. » Je sais, chérie. Je t'aime, mais ce n'est pas une réponse. Elle a raccroché. Je suis resté assis sur le quai jusqu'à ce qu'il fasse nuit,
écoutant les plongeons, pensant à ma fille et au temps qu'il y avait eu, depuis que je ne l'avais pas entendu rire comme avant. 3 semaines passèrent. Des semaines calmes, mais je savais qu'il ne fallait rien en déduire. Gareth n'était pas du genre à abandonner. Il était du genre à se regrouper. J'ai utilisé ces 3 semaines de la même manière que j'avais utilisé chaque période difficile de ma carrière. J'ai recueilli des informations. J'ai contacté Beverly Holt, une détective privée de Minneapolis que Kathleen m'avait recommandée. $300 pour une vérification des antécédents de Baz Earl et Pauline Nolan, et un aperçu financier général de la situation de Gareth. Beverly était efficace et ne faisait pas de commentaires. Le rapport est arrivé 4 jours plus tard. Earl Nolan avait déclaré faillite il y a 18 mois. Un investissement dans un restaurant, qui perdait de l'argent depuis des années avant de finalement s'effondrer, laissant derrière lui un jugement civil de $75 000 contre lui, de la part d'un partenaire commercial. L'appartement que Gareth m'avait décrit comme nécessitant une rénovation n'avait pas été rénové. Il avait été saisi. Earl et Pauline vivaient chez Gareth et Diane depuis 5 mois. Pas les quelques semaines que l'on avait laissé entendre. Beverly m'a appelé personnellement pour me donner un détail supplémentaire. Il y a des transferts financiers depuis un compte joint, appartenant à votre fille et votre gendre, a-t-elle dit. Vers des comptes au nom d'Earl Nolan. Au cours des 10 derniers mois, je compte environ $48 000. Je me suis assis à la table de la cuisine. Pouvez-vous tout documenter? C'est déjà fait. Le rapport vous parviendra aujourd'hui. J'ai imprimé le rapport quand il est arrivé et je l'ai ajouté au dossier que je construisais depuis le 3e jour. Puis je suis allé au quai et je suis resté là longtemps. $48 000, c'était aussi l'argent de Diane. Quoi qu'elle et Gareth aient économisé ensemble, quel que soit leur projet, cet argent avait disparu et elle ne connaissait presque certainement pas la situation complète. Puis, un jeudi après-midi, environ 4 semaines après la confrontation avec Earl et Pauline, mon alerte caméra s'est déclenchée alors que j'étais à Duluth pour un examen de routine. J'étais assis dans la salle d'attente quand mon téléphone a vibré. J'ai ouvert le flux en direct. Gareth traversait ma cabane avec 2 personnes que je n'avais jamais vues auparavant. Un homme et une femme, tous 2 dans la quarantaine, tous 2 regardant autour d'eux avec l'attention particulière de personnes qui décident si elles vont dépenser de l'argent pour quelque chose. L'homme avait un presse-papier. La femme mesurait la largeur de la fenêtre principale avec sa main. La façon dont les gens font, quand ils pensent aux meubles. Gareth parlait, gesticulant vers la vue sur le lac, pointant la cheminée. J'ai tout regardé. 22 minutes, chaque seconde horodatée. Il montrait déjà la propriété à des acheteurs. Je suis rentré à la cabane dans un état de clarté totale. Il ne s'agissait plus de ses parents ayant besoin d'un endroit où rester. Il n'en avait probablement jamais été question. Il s'agissait d'un homme qui avait regardé quelque chose que son beau-père avait mis toute une vie à gagner et avait décidé que cela lui appartenait. Les parents étaient un moyen d'établir des occupants sur la propriété. Des occupants qui rendraient la vente compliquée, qui pourraient être utilisés comme levier, qui donneraient à Gareth le temps de manœuvrer. J'ai appelé Kathleen depuis la voiture. Elle a tout écouté sans m'interrompre. Comme la première fois. Quand j'ai eu fini, elle a dit, « Transmettez-moi les images ce soir. » Toutes. Puis elle a ajouté, « Cela change les choses, Léonard. Il vient de nous donner quelque chose d'important. » Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Il a montré des acheteurs votre propriété, sans votre connaissance ni votre consentement. C'est un réel problème pour lui, professionnellement et légalement. Nous allons l'utiliser. Cette nuit-là, je me suis assis à la table de la cuisine avec une 2e tasse de café dont je n'avais pas besoin et j'ai réfléchi à la manière d'aborder ce que je savais devoir faire ensuite. J'avais un dossier rempli de documents. J'avais des images. J'avais une avocate qui savait exactement quoi en faire. Ce que je n'avais pas encore, c'était Diane. Non pas pour la protéger de la vérité. Je n'avais jamais été ce genre de père et je n'allais pas commencer maintenant. Je devais lui donner la vérité de la bonne manière, au bon moment, sans Gareth dans la pièce pour contrôler la conversation. Si je l'appelais à la maison et qu'il était là, il gérerait ce qui se passerait ensuite. Il était doué pour ça. Je devais la voir seule. Je l'ai appelée le lendemain matin et lui ai demandé si elle pouvait me rencontrer à Duluth samedi. Juste elle. J'ai dit que j'avais quelque chose d'important à partager avec elle en personne.
Elle est restée silencieuse un instant, puis elle a dit qu'elle serait là. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant près du port de Duluth, un samedi matin gris. Diane était déjà là quand je suis arrivé, assise dans un coin, les mains autour d'une tasse de café. Elle semblait fatiguée, d'une manière qui n'avait rien à voir avec le trajet. Le genre de fatigue qui s'installe en une personne pendant des mois, pas du jour au lendemain. Je me suis assis en face d'elle et j'ai commandé un café. Nous avons parlé de petites choses pendant quelques minutes. Ses élèves, le temps, s'il et Doré étaient de retour. Elle attendait que Jean vienne au fait et nous le savions tous les deux. J'ai fait glisser le dossier sur la table sans rien dire. Elle l'a ouvert lentement. Les premières pages étaient le résumé de Beverly sur la faillite d'Earl, le jugement, la saisie de l'appartement. Je l'ai regardé lire. Elle n'a rien dit. Elle a tourné les pages pour arriver au relevé de virement bancaire, la documentation de 48 000 $ transférés de son compte joint avec Garrett vers des comptes au nom d'Earl Nolan sur 10 mois. Sa mâchoire s'est serrée, mais elle a continué à lire. Puis elle est arrivée à la dernière section, les impressions d'images de caméra avec les horodatage. Garrett faisant visiter ma cabane à 2 inconnus. L'homme avec le presse-papier. La femme mesurant la fenêtre. 22 minutes un jeudi après-midi, pendant que j'étais à un rendez-vous médical à Duluth. Elle a posé les papiers et a fixé la table. Il m'a dit que les virements étaient un investissement, a-t-elle dit. Sa voix était calme et plate. Une opportunité commerciale que son père avait trouvée. Il a dit qu'il verrait des retours dans l'année. Il n'y a eu aucun investissement, Diane. Cet argent est allé directement sur les comptes personnels de ton beau-père, pour couvrir ses dettes. Il a dit que la rénovation de l'appartement prenait juste plus de temps que le contracteur ne l'avait promis. L'appartement a été saisi 6 mois avant que Garrett ne m'appelle pour la cabane. Ses parents vivent avec vous depuis 5 mois, pas quelques semaines. Elle a regardé par la fenêtre, vers le port, pendant un long moment. Un porte-conteneur se déplaçait lentement le long de la rive opposée, se dirigeant vers le Pont-Levant. Il montrait ta maison à des acheteurs, a-t-elle dit. Oui, pendant que tu étais chez le médecin. Oui. Elle a posé ses mains à plat sur la table. Je la voyais travailler dessus. Comme on fait quand la chose devant vous est trop grande pour être appréhendée d'un seul coup, et qu'il faut la traiter pièce par pièce. Je ne l'ai pas pressée. C'était son mariage, son argent, la maison de son père. Elle avait le droit de prendre le temps dont elle avait besoin. Depuis combien de temps le sais-tu, a-t-elle demandé. Je rassemble la documentation depuis environ 4 semaines. Je voulais que tout soit confirmé avant de t'en parler. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Parce que j'avais besoin que tu vois tout d'un coup, sans rien manquer. Si je t'avais présenté la moitié de l'histoire, Garrett aurait eu le temps d'inventer une explication pour l'autre moitié. Il est doué pour ça. Elle resta silencieuse un instant. Puis elle dit, il est doué pour ça. Elle pleura un peu. Je la laissai faire. Je n'essayais pas de lui dire que tout irait bien ou que tout arrivait pour une raison. Je suis juste resté là, et je l'ai laissé ressentir ce qu'elle ressentait. Après quelques minutes, elle s'est redressée, s'est essuyé le visage avec une serviette, et m'a demandé ce qu'elle devait faire. C'était ma fille. Ça avait toujours été ma fille. Je lui ai dit d'appeler un avocat spécialisé en droit de la famille, avant de rentrer chez elle. De ne rien dire à Garrett pour l'instant. De s'assurer d'avoir des conseils juridiques indépendants, avant toute conversation avec lui sur ce qu'elle avait appris. Elle a hoché la tête et a noté le nom que Kathleen m'avait déjà donné. Kathleen a envoyé une lettre formelle de mise en demeure à l'avocat de Garrett la semaine suivante. Elle documentait la présentation non autorisée de la propriété, l'arrangement frauduleux d'occupation, et les transferts financiers. Et elle précisait que toute nouvelle tentative d'accéder à la propriété ou de l'hypothéquer entraînerait des poursuites judiciaires immédiates. La réponse de Garrett fut d'escalader. Son avocat a renvoyé une lettre, affirmant que certains des fonds transférés à Earl étaient en fait des prêts qui étaient passés par Garrett pour me parvenir. De l'argent que je devais supposément à la famille pour un soutien non spécifié au fil des ans. Basée sur cette fiction, la lettre affirmait que Garrett détenait une part de propriété dans la cabane, et qu'il avait l'intention de faire valoir cet intérêt en justice. Tout était fabriqué de toutes pièces, mais son avocat était prêt à le déposer, et le dépôt signifierait des mois de procédure judiciaire, conçue pour me coûter du temps et de l'argent jusqu'à ce que j'abandonne. À peu près au même moment,
une lettre est arrivée du département des services sociaux du Minnesota. Une plainte anonyme avait été déposée, affirmant que je montrais des signes de déclin cognitif et que je vivais dans des conditions dangereuses. La lettre demandait une visite à domicile, pour évaluer ma situation. J'ai immédiatement appelé Kathleen. Elle m'a dit que c'était une tactique connue, que les membres de la famille utilisaient parfois les services de protection des adultes comme outil de pression contre des proches âgés qui ne coopéraient pas. Elle m'a dit de rester calme, de laisser l'enquête se dérouler, et de tout documenter. J'ai ensuite appelé Beverly Holt et lui ai demandé d'élargir la portée de son travail, pour inclure le tableau financier complet de Garrett, son historique d'emploi, et toute activité juridique antérieure. Ça s'intensifie, a-t-elle dit. Je sais, ai-je dit. Moi aussi. Le deuxième rapport de Beverly est arrivé 8 jours plus tard. Il était détaillé, comme seules les mauvaises nouvelles le sont souvent. Garrett avait 3 plaintes actives déposées contre lui auprès du département du commerce du Minnesota, qui délivre les licences aux agents immobiliers. 2 provenaient de clients qui affirmaient qu'il avait déformé la valeur des propriétés. La 3e provenait d'un vendeur qui disait que Garrett avait encaissé un acompte et n'avait pas divulgué un problème structurel connu. Aucune n'avait encore donné lieu à une sanction officielle, mais elles étaient enregistrées. Plus important encore, Beverly avait découvert 2 comptes bancaires supplémentaires au nom de Garrett, dont Diane ignorait l'existence. Entre eux, $31 000 supplémentaires avaient transité au cours des 14 derniers mois. Une partie de cet argent remontait au compte joint. Une autre partie provenait d'une ligne de crédit ouverte au nom de Diane à son insu. J'ai lu cette dernière partie 2 fois. Une ligne de crédit au nom de Diane, ouverte à son insu. Ce n'était pas un homme qui essayait d'aider ses parents dans un moment difficile. C'était un homme qui démantelait systématiquement la vie financière de sa femme, tout en la gardant trop occupée et trop confuse pour le remarquer. J'ai envoyé le rapport à Kathleen le même soir. Une assistante sociale nommée Shirley Pond a frappé à la porte de ma cabane 2 jours plus tard. Elle était professionnelle et directe, s'est présentée clairement, a expliqué la nature de la plainte, et a demandé si elle pouvait entrer. Je lui ai fait faire une visite complète de la propriété, des dossiers organisés sur le bureau, des outils correctement rangés dans le garage, un garde-manger bien rempli, rien n'était à sa place. J'ai préparé du café et j'ai répondu à toutes ses questions, clairement et directement. Quand elle a demandé s'il y avait un conflit familial qui aurait pu motiver le rapport, je lui ai dit exactement ce qui s'était passé, et je lui ai donné des copies des documents pertinents. Shirley a pris des notes sans réagir. Avant de partir, elle m'a dit que la plainte contenait des détails spécifiques sur ma routine quotidienne, qui suggéraient que le déposant avait une connaissance directe et récente de la propriété, et qu'elle avait été soumise anonymement. À partir d'une adresse IP enregistrée auprès d'un fournisseur d'accès Internet de Chicago. Garrett avait trop joué son coup. L'enquête a été close 12 jours plus tard, jugée infondée. La même semaine où le rapport de Shirley est arrivé, Diane a appelé directement l'avocat de Garrett. Elle lui a dit que si Garrett poursuivait sa fausse demande de propriété sur ma propriété, elle fournirait un témoignage complet sur chaque transfert frauduleux, chaque compte caché, la ligne de crédit forgée. Et les 22 minutes de séquence horodatée montrant son mari effectuant une présentation de propriété non autorisée chez son père. L'avocat de Garrett l'a abandonné comme client le lendemain. Diane a demandé le divorce en novembre. Elle et sa fille sont venues séjourner à la cabane pendant la majeure partie de décembre, pendant que le processus juridique était en cours. Le premier matin de leur séjour, j'ai fait des crêpes et nous avons mangé à table, près de la fenêtre, pendant que la neige tombait sur le lac. Ma petite fille avait 4 ans et voulait savoir si les poissons pouvaient voir la neige tomber à travers la glace. Je lui ai dit que nous le saurions au printemps. Le divorce a été finalisé en avril suivant. Le nouvel avocat de Garrett a tenté 3 autres angles juridiques au cours de ces mois. Les 3 se sont effondrés, une fois que l'expert comptable de Diane a terminé son examen. Le montant total des dommages financiers que Garrett avait causés s'élevait à un peu moins de $80 000, une fois tout compté. Earl et Pauline ont quitté le domicile de Garrett au début de la procédure, et ont trouvé un autre endroit où s'installer. J'ai appris par Kathleen qu'ils avaient emménagé chez un parent dans le Wisconsin. Le premier samedi chaud de mai, j'étais sur le quai avec mon café, quand Diane et sa fille sont arrivées par le chemin, depuis la cabane. Ma petite fille avait une canne à pêche pour enfants que j'avais commandée en février, et gardée dans le placard, encore dans son emballage, en attendant. Elle en parlait tous les jours, a dit Diane. Nous avons passé tout l'après-midi là-bas.
Je lui ai montré comment amorcer l'hameçon, comment lancer sans emmêler la ligne, comment observer l'eau et attendre. Elle n'était pas très douée. Elle a emmêlé sa ligne 2 fois, et a laissé tomber un verre une fois, et a ri les 2 fois comme si c'était la chose la plus drôle qui lui soit jamais arrivée. Puis elle a demandé à réessayer. Juste avant le coucher du soleil, les plongeons ont commencé à appeler sur l'eau. Ma petite fille a levé les yeux de sa canne, les yeux grands ouverts. « Grand-père, quel est ce son ?»« C'est un plongeon, ai-je dit. Ils vivent ici. » Elle y a réfléchi une seconde. « Est-ce qu'ils savent que c'est leur maison ?» J'ai regardé le lac. « Oui, ai-je dit, ils le savent. » Gareth avait voulu vendre cet endroit. Il s'était tenu dans mon salon avec des étrangers et un presse-papier, et il avait cru qu'il avait tout compris. Au lieu de cela, ma petite fille apprenait à pêcher depuis le quai où j'étais assis la nuit où tout a commencé, et les plongeons appelaient comme ils l'avaient toujours fait. J'ai travaillé 37 ans pour cela. J'ai dit non quand tout le monde s'attendait à oui. J'ai choisi la vérité plutôt qu'un silence facile, et j'ai protégé ce qui était à moi, non seulement la propriété, mais ma fille et la vie que j'avais construite. Si quelqu'un dans votre vie vous dit que ce que vous gagnez ne vous appartient pas, que tenir bon vous rend égoïste, que garder ce pour quoi vous avez travaillé est en quelque sorte méchant, ne le croyez pas. Documentez tout. Prenez un avocat, et ne bougez pas. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire ci-dessous. Je les lis tous, et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de l'entendre, partagez-la avec lui.